Bonjour, chers étudiants. Reprenons notre présentation. Jusque-là, nous avons, avec une première vidéo, celle d'introduction, donné quelques nouvelles, quelques notions de base du management, avec quelques conseils, parce que vous savez que le management est en réalité un ensemble de conseils sur le chemin de la réussite. Comment faire pour réussir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réussir? Ou qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas échouer. Nous avons présenté donc quelques conseils, mais surtout quelques outils de connaissance de soi et de gestion aussi d'organisation. Par exemple, euh, la matrice de Eisenhower pour organiser le temps. Par exemple, la règle de Pareto. Par exemple, la courbe de productivité. Tout ça, c'est surtout pour répondre à la question comment ne pas être stressé, comment ne pas se sentir toujours surmené. Mais il faut d'abord se connaître soi-même. Comme outil de connaissance, nous avons présenté le SWOT, un tableau qui évalue soi-même par rapport à un objectif, les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces. Un autre outil d'évaluation des connaissances, c'est ce qu'on appelle la théorie universelle du cerveau de Herman, où il distingue quatre types de personnes, le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Nous en avons donné les caractéristiques. Tout ceci nous aide à nous connaître et à connaître l'autre pour mieux interagir. Il faut savoir quelles sont les prédispositions, les préférences communicationnelle de chaque couleur, comment chacun veut que le message lui arrive, il est attentif à quel type de communication, à quel type de message et quels sont les styles de management de chacune des couleurs, quel est le mode de travailler en équipe de chacune des couleurs, mais aussi la manière de diriger, la manière d'affronter un travail. Donc, tout ça, c'est important, surtout lorsque nous avons des chefs, lorsque nous avons des collaborateurs pour créer plus de cohésion, plus d'harmonie et de collaboration. Donc, c'est très important, cette approche-là des couleurs, et aussi que chacun de vous sache au moins il est de quelle couleur. En blaguant, je disais, chacun peut aussi dire, il veut que son fiancé, sa fiancée soit de quelle couleur. Bien, passons et continuons. Après, disons, la première vidéo d'introduction, la deuxième a commencé à donner les notions de base de management qui tournent autour de quatre concepts fondamentaux qui sont en fait les tâches ou les quatre fonctions traditionnelles du management, c'est-à-dire planifier, organiser, diriger et contrôler, que nous avions fait éclater en cinq tâches, c'est-à-dire décider, c'est-à-dire organiser, c'est-à-dire communiquer et motiver, c'est-à-dire contrôler et évaluer, et enfin innover. Et nous disions qu'un bon manager doit dédier un tiers de son temps aux décisions parce que le succès d'une organisation, d'une institution, dépend des décisions que les dirigeants prennent. Un tiers de son temps aux décisions. Il faut bien réfléchir, il faut passer par toutes les étapes pour arriver à une bonne décision. Nous avons expliqué comment procéder et dans votre syllabus, il y a aussi
un point intitulé « Le chemin vers la décision », des sortes de méthodes qu'on utilise dans un groupe pour arriver à la décision, quand est-ce qu'une décision est valide, ainsi de suite. Et un tiers de son temps aussi aux personnes, parce que nous sommes en train d'insister en disant que le management actuel met au centre la personne humaine, parce que la tendance en général, c'est de focaliser sur la production. Mais on comprend de plus en plus que quand on traite bien les personnes, quand la personne est valorisée, on la rend aussi beaucoup plus productive. Donc, il faut valoriser la personne, mettre la personne humaine au centre de l'intérêt d'un manager. Un tiers de temps aux décisions, un tiers de temps aux personnes et un tiers de temps à l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on stimule plus, pour qu'on donne plus d'envie de travail aux autres, pour rendre appétible, entre guillemets, son organisation? Quelle touche de nouveauté on amène? Quelle créativité? Voilà donc. Maintenant, après avoir expliqué ce que c'est le leader et le leadership en comparaison avec le manager, nous voulons repartir avec un panorama très, très superficiel des études en sciences, disons en communication des organisations, et arriver à parler de la gestion d'un bureau de communication. Comment organiser un travail à l'intérieur d'un bureau de presse. Reprenons donc avec le partage de notre écran. Alors, nous sommes en train de parler nous parlons maintenant de la communication des organisations, un panorama des différentes disciplines qui en font partie. Évidemment, on parlerait d'abord du marketing comme premier point, et puis il y a ce qu'on appelle la communication intégrée. Dans la communication intégrée, il y a la communication de marketing, il y a la communication institutionnelle, il y a la communication gestionnelle, on parle de la gestion, il y a la communication économico-financière. Et puis, troisièmement, il y a ce qu'on appelle la organizational communication. Et ici, il y a deux tendances. L'organisation et communication coïncident, ça c'est la première tendance, mais il y a aussi une tendance qui dit que la communication façonne l'organisation. Puis nous avons les public relations. Nous avons les public relations où on étudie, où on présente les techniques pour maintenir le contact avec plusieurs personnes, avec plusieurs cibles. Les axes de la communication dans l'organisation. D'abord, il y a le marketing, comme nous l'avons dit, et puis la communication intégrée. Vous avez toutes les définitions et toutes les explications. Et puis, nous avons fini par parler de la communication, disons, des relations publiques, mais je voudrais ajouter surtout un point important qui n'est pas mentionné ici, mais que vous avez dans vos notes, c'est la communication en temps de crise. Quand on parle de la communication des organisations aujourd'hui, on ne peut pas ne pas évoquer la communication en temps de crise parce que de plus en plus les organisations sont vulnérables avec la surveillance citoyenne, avec le niveau de, de connaissances que les travailleurs, que tout le monde a, avec aussi l'évolution de la science qui expose à beaucoup d'accidents, ainsi de suite. Les organisations sont de plus en plus euh, confrontées à des crises internes ou externes. Alors,
gérer la communication d'une organisation, c'est savoir aussi s'y prendre en temps de crise. Voilà pourquoi la communication en temps de crise est un aspect très important dans le cadre du panorama général des sciences de la communication des organisations. Bien, arrivons alors au point central prévu pour cette vidéo, c'est-à-dire le management d'une équipe de communication. C'est quoi ça, le management d'une équipe? C'est la forme de contrôle et de gestion du personnel en vue d'une optimisation de ressources pour atteindre un ou des objectifs préalablement définis par le manager. Dans le cas spécifique de la communication, il s'agit de quoi? Il s'agit de créer, de cultiver, de soigner et diffuser l'image et la réputation d'une organisation. Il s'agit de travailler au renforcement de la qualité de confiance entre l'organisation et les différents publics et les destinataires. Il s'agit de légitimer l'organisation, c'est-à-dire la faire accepter. Il s'agit de promouvoir son produit et d'augmenter les ventes ou les services. Manager une équipe de communication revient à coordonner l'activité, développer et partager les ressources, les connaissances, tout en incluant la chaîne entière des valeurs. C'est construire, renforcer l'identité et la culture de l'entreprise ou de l'organisation. C'est consolider le climat du travail, créer et booster le sens d'appartenance, la cohésion et la participation à l'atteinte des objectifs de l'entreprise de la part de tout le personnel. Vous comprenez que c'est très important. Et si ce travail-là est confié au service de la communication, c'est dire combien la communication est indispensable dans la gestion d'une organisation. Ce n'est pas un service secondaire, ce n'est pas un service superflu. L'objectif du management d'équipe, c'est donner du sens au travail d'équipe. Le cadre devant obtenir le meilleur de ses collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés. Il faut gérer les personnes, collaborer avec les personnes de manière à ce que chacun d'eux donne le meilleur de lui-même. Il faut que chacun s'approprie les objectifs de l'entreprise et puisse les relayer auprès de l'équipe, susciter l'implication. Donc, à commencer par le manager lui-même, s'approprier les objectifs de l'entreprise et puis les relayer auprès de l'équipe pour susciter l'implication de chacun. C'est tout l'art du management d'équipe. Obtenir sans imposer, écouter et savoir trancher. Alors, comme je vous disais, faisons maintenant un plongeon vers la création, disons, du management d'équipe qui naît en fait comme science de la gestion du personnel, on peut dire comme ça. Et ici, nous avons, disons, quatre écoles. D'abord, la vision de Taylor, qui développe sa théorie en certains principes. Le premier principe, c'est le principe de la division du travail. Une division d'abord horizontale qui conduit à la parcellisation des tâches et à la spécialisation des ouvriers. Et puis une division verticale qui consiste à distinguer ceux qui exécutent de ceux qui conçoivent le travail. Donc, le premier principe de Taylor, c'est le principe de la division du travail. D'abord, une division horizontale. Là, il faut faire de parcelles, la parcellisation.
Donc, selon les tâches, classer les ouvriers, les personnels selon les tâches, mais au même moment selon la spécialisation de chaque ouvrier. Ça, c'est l'horizontal. Mais au même moment, il faut séparer ceux qui conçoivent de ceux qui exécutent. C'est la division verticale. Le deuxième principe de Taylor, c'est le principe de gestion du personnel. Il dit que les ouvriers doivent être sélectionnés méthodiquement afin de recruter les hommes adaptés à chaque tâche. Et puis ensuite, il faut les former pour occuper cette tâche-là. Et en fonction de ça, il propose l'adoption d'un salaire à la pièce pour assurer la motivation des ouvriers. Le troisième principe de Taylor vise le système du contrôle du travail. Nous avons dit donc d'abord la division du travail horizontale, la parcellisation selon les tâches, selon la spécialisation, et puis verticalement selon qu'on est concepteur ou qu'on est exécutant. Deuxième principe, c'est la gestion du personnel qui doit être recruté selon les tâches, des hommes adaptés à chaque tâche qu'il faut faire former et puis engager. Et il propose aussi l'adoption du salaire à la pièce pour motiver les ouvriers. Le troisième principe plutôt, c'est le système du contrôle du travail. Les ouvriers sont étroitement contrôlés par plusieurs contremaîtres. Donc, chaque personne, selon les niveaux qu'il occupe, a au-dessus une autre personne qui la contrôle. Ainsi, le rendement peut être meilleur. Après Taylor, nous avons Fayol, la vision fayoliste. Il développe sa doctrine managériale en 14 principes. Je les parcours rapidement. Il reprend d'abord la division du travail de Taylor. Les employés doivent être formés et spécialisés pour accroître la productivité de l'entreprise. Il y a la théorie ou le principe de l'autorité et la responsabilité. Le manager peut donner des ordres et se réserve le droit de sanctionner tout manquement à son autorité. Il y a le principe de discipline. Une obéissance parfaite doit être observée selon les conventions établies. Tout ça, c'est en fait le chemin vers la productivité. Il y a le principe de l'unité de commandement. Un travailleur ne peut pas relever de plus d'un supérieur. Un seul supérieur. Un seul qui peut donner des ordres. Il y a le principe de l'unité de direction. Les employés doivent tendre vers un même objectif selon un plan établi et avec un seul leader. Il y a le principe de la subordination des intérêts individuels à l'intérêt général. Les objectifs de l'entreprise priment sur les objectifs individuels. Il y a le principe de la rémunération et les méthodes de paiement équitables. Huitième principe, c'est le principe de la centralisation de l'autorité. Le degré variable de cette centralisation selon le type d'activité et le personnel impliqué. Neuvièmement, il y a le principe de la clarté de la hiérarchie. Il est nécessaire qu'il y ait une bonne définition des liaisons latérales et possibilité de court-circuit dans l'organisation selon les circonstances. Donc, nécessité d'une définition des liaisons latérales. Et il faut éviter ce qu'on appelle les court-circuits dans l'organigramme selon les circonstances. Dixième principe, c'est l'ordre matériel et moral. C'est que ce soit pour les machines, les outils ou les hommes, chacun doit avoir une place, chacun doit s'y trouver. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de l'ordre matériel et moral. Chaque chose a sa place, chaque personne a sa place. Il y a le principe d'équité. Les cadres doivent agir selon des conventions avec
honnêteté et bonté. Le principe de la stabilité du personnel stipule ceci: les conditions de réduction des coûts liés au roulement ainsi que facteurs de réussite. Donc, il faut tenir compte du fait que quand le personnel roule trop, c'est au détriment de la productivité, qu'il y ait un minimum de stabilité du personnel. Donc, la stabilité du personnel est condition de réduction des coûts liés au roulement ainsi que facteur de réussite. Quand le personnel est stable, on évite trop de roulement de personnel qui dérange la productivité et au même moment, on donne beaucoup plus de chances de réussite quand les gens sont stables, quand le personnel est stable. Treizième principe, c'est l'initiative. Pour l'élaboration du plan d'action d'une part et son application stricte d'autre part. Donc, il faut que les gens aient l'esprit d'initiative. Enfin, l'union du personnel ou l'esprit du corps, ce qu'on appelle la cohésion. Les efforts entrepris par chacun doivent tendre vers un seul objectif, dont le moteur sera la communication, essentiellement verbale. Alors, grâce à cette doctrine, Fayolle est désormais considéré comme l'un des pères fondateurs du management. Ces apports ne sont pas appliqués de façon stricte, comme il le reconnaît lui-même, car d'autres principes peuvent exister et leur usage doit dépendre de circonstances. En revanche, sa vision nouvelle sur la question de la structuration des entreprises ne semble pas aujourd'hui contestée. Fayolle insiste sur l'idée d'organiser la structure et d'établir pour ceci un organigramme précis. Il fait preuve d'un grand modernisme dans sa vision de la coordination au sein des organisations entre les différentes fonctions, car cette problématique est encore aujourd'hui au cœur des enjeux de la structuration des entreprises. L'apport de Fayolle ne s'arrête pas ici, puisque la stratégie à court, moyen et long terme au sein du management y est développée avec la première définition de la planification glissante des entreprises. Quand on parle de la planification glissante des entreprises, on ne peut pas ne pas penser à Henri Fayolle. Donc, la première théorie, nous avons dit que c'était Taylor, avec le premier principe de Taylor, c'était le principe de la division du travail. Deuxième principe, la gestion du personnel. Troisième principe, le contrôle du travail. Et nous avons parcouru le 14 principe de Fayolle. Et maintenant, nous voyons la théorie des relations humaines. Nous sommes à la source du management, à la source du management d'une équipe. Les théories des relations humaines, ça s'est développé par Elton Mayo, Fritz Rotisberger et William Dixon. Voilà. Eux parlent des effets. Ils énumèrent 4 effets. D'abord, le comportement d'un individu change drastiquement lorsqu'il se sait observer. Retenez que nous sommes en train de parler de la productivité au sein d'une organisation. Donc, eux ont fait une expérience et ils arrivent aux conclusions suivantes qu'ils étalent en termes d'effets. Premier effet, le comportement d'un individu change drastiquement lorsqu'il sait qu'on l'observe. Deuxième effet, ce ne sont pas les évolutions successives des conditions de travail qui augmentent la productivité des employés, mais le fait que la direction leur porte de l'attention. C'est important quand un travailleur voit que la direction lui porte de l'attention. Ça augmente sa productivité. Troisième effet, la qualité des relations au sein du groupe
de travail ainsi qu'avec le leader influencent directement la productivité. Quatrième effet, certaines règles informelles sont définies a posteriori, au sein d'un groupe de travail entre les meneurs et les suiveurs. Rappelez-vous, Taylor à un moment parlé des concepteurs et des exécutants. Voilà, il semblerait donc qu'au sein d'un groupe de travail, ce ne soit pas tant la méthode qui importe, mais plutôt le climat, l'ambiance de travail, la qualité des relations, ainsi qu'une grande partie de perception émotionnelle d'autrui dans l'organisation du management. Ce que nous disions dès le début, mettre la personne au centre. L'écoute et le conseil semblent vraiment des éléments privilégiés par rapport au simple contrôle de gestion, ce qui débouchera sur l'établissement des types de management associés à leur potentielle efficacité. Et puis, il y a ce qu'on appelle la théorie des personnalités, la quatrième théorie. Nous étions d'abord à l'école de Fayol, nous étions à l'école de Taylor, nous sommes allés à l'école de Fayol, nous avons évoqué la théorie des relations humaines et maintenant, en quatrième position, nous parlons de la théorie des personnalités. Toujours dans l'optique de voir qu'est-ce qui fait qu'un travailleur puisse être beaucoup plus productif. On parle aussi du management à la carte selon les sensibilités, dimension humaine et émotionnelle de l'employé. Ici, le meneur de cette école, c'est Tiger. Il a établi un système appelé Teamworks qui permet d'identifier les points forts et faibles de chaque personnalité et suggère comment motiver, transmettre des retours et retenir tous les types d'employés de son entreprise. Les sociétés peuvent décider quelle personnalité leur correspond le mieux avant d'élaborer un style de gestion adapté à leurs besoins. Tiger propose une classification en 4 grands modes de fonctionnement, eux-mêmes divisés en 2 sous-parties souvent opposées et dont voici la description. La première partie, nous sommes en train de parler de personnalité. Nous sommes en train de parler de personnalité. La première partie, c'est la capacité du sujet à interagir avec son environnement. Là, nous avons les introvertis qui travaillent seuls ou au maximum en petits groupes. Et nous avons les extravertis, ceux qui préfèrent le travail polytâche, plein d'envie et d'énergie et apprécient un rythme de travail soutenu. Deuxième partie, nous avons la capacité à intégrer diverses informations. Dans cette catégorie de personnalités, nous avons les réceptifs, sens en anglais, donc personnalité pragmatique capable de mobiliser ses expériences passées pour trouver des solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Nous avons à l'opposé des intuitifs, personnalité capable de se projeter facilement dans des projets novateurs ou faisant appel à l'amélioration continue. Elle préfère se tourner vers l'avenir plutôt que sur le passé pour prendre des décisions. Troisième partie, la capacité à prendre des décisions. Donc, on distingue les personnalités selon ces repères. D'abord, la capacité du sujet à interagir avec son environnement. Là, nous avons des introvertis et les extravertis. Deuxième critère, la capacité à interagir avec les diverses informations. Nous avons des réceptifs et des intuitifs. Troisièmement, nous avons la capacité à prendre des décisions. Et ici, nous avons des rationnels, c'est-à-dire personnalités logiques, presque mathématiques, prenant des décisions après un processus d'analyse de la cohérence et de l'équité. Et puis, nous avons des instinctifs, hein,
Personnalité qui accorde de l'importance à ses propres émotions et au rayonnement de celles-ci sur autrui. Quatrième partie, quatrième critère ou repère, c'est la capacité à s'organiser. Et là, comme sous-groupe, il y a des méthodiques, c'est-à-dire ceux qui ont une personnalité obéissante et organisée, capable d'établir des solides projets, des projets solides. Et puis, il y a des opportunistes, des personnalités un peu spontanées qui apprécient la souplesse dans l'organisation. Voilà donc, nous avons 4 critères, 4 repères pour classer les personnalités à l'intérieur d'une organisation, selon Paul Tiger. Et à l'intérieur de ces 4 catégories, nous avons en réalité 8 types, parce que chaque catégorie en a 2. Donc, selon la capacité du sujet à interagir avec l'environnement, nous avons des introvertis et des extravertis. En fonction de la capacité à interagir, à intégrer diverses informations, nous avons des réceptifs et nous avons des intuitifs. Par rapport à la capacité à prendre des décisions, nous avons des rationnels et des instinctifs. Et par rapport à la capacité à s'organiser, nous avons des méthodiques et des opportunistes. Chaque employé possédera donc dans chaque partie d'un côté dominant, dans une des 2 sous-catégories, ce qui permettra pour le manager de cerner la personnalité globale de son équipe au travail. Donc, quand on étudie, on analyse chaque personnalité, on doit découvrir que chacun a un côté dominant. Il peut être introverti par rapport à la capacité à interagir avec l'environnement. Il peut être intuitif par rapport à la capacité d'intégrer les informations. Il peut être rationnel dans la capacité de prendre des décisions. Il peut par ailleurs être opportuniste dans la capacité à s'organiser. Donc, tout cela, c'est important pour savoir qui peut faire quoi, qui peut être à quelle tâche. Évidemment, toujours par rapport à la théorie de personnalité, un autre auteur, Taibi Kahler, avec sa théorie de process communication, il distingue les travaillomans, il distingue les persévérants, le rebelle, le promoteur, l'empathique, le rêveur. Voilà. Maintenant, ce que nous avons pratiquement déjà vu, je vous repropose les 4 fonctions traditionnelles du management. Nous l'avons dit, c'est vraiment à retenir, oublier tout sauf ça. D'abord, planifier, ensuite, organiser, et puis diriger, enfin, contrôler. Rapidement, nous sommes en train de parler de la direction d'une équipe. Nous avons commencé par nous ressourcer à l'origine avec certaines théories. Théories qui consistent à étudier les conditions de productivité d'une équipe de travail. Et nous avons d'abord évoqué la théorie de Taylor, ensuite celle de Fayol, et puis la théorie de personnalité et aussi la théorie de des relations humaines. Nous avons vu comment valoriser chaque théorie pour que chaque personne soit à sa place et devienne plus productive pour le bien de l'organisation. Bien, maintenant, revenons aux 4 fonctions traditionnelles du management. D'abord, planifier. Il s'agit d'établir un planning. C'est une sorte de prospectus, souvent sans beaucoup de détails. Sorte de guide qui indique la direction à suivre.
C'est en fait une sorte de référence pour mesurer ce qui s'exécute, assurer autrui que les objectifs seront atteints dans le temps. Il faut pour cela analyser l'environnement, analyser la situation de l'entreprise et en tirer un état de moyens disponibles, ainsi que confronter ces analyses à la lumière d'un système de valeurs et des principes de politique générale pour aboutir à un plan d'action de l'entreprise pour la période considérée appelée période de planification. Si cette période est une année, on parle de processus d'élaboration du budget de l'entreprise. Si c'est l'horizon pluriannuel, on parle de plan opérationnel ou de plan d'entreprise. Deuxième tâche, c'est diriger. C'est quoi diriger? C'est prendre de nombreuses décisions qui vont engager l'avenir de l'entreprise et qui garantiront ou non sa croissance et sa pérennité. Décider, c'est transformer l'information en action. Nous avons des décisions stratégiques, c'est celles qui viennent du sommet de la hiérarchie et qui engagent l'organisation sur le long terme, la politique générale de l'entreprise. Nous avons des décisions tactiques qui sont prises par les directeurs des services à moyen terme et concernent la gestion de l'organisation. Et nous avons des décisions opérationnelles qui assurent le fonctionnement quotidien de l'organisation. Donc, trois types de décisions. Les décisions stratégiques qui concernent la politique générale de l'entreprise, qui sont prises par le sommet de la hiérarchie de l'organisation. Nous avons des décisions tactiques qui sont prises par les directeurs des services et qui concernent la gestion de l'organisation. Et puis, nous avons des décisions opérationnelles et qui assurent le fonctionnement de l'entreprise, de l'organisation au quotidien. Bien, nous avons trois étapes principales de la décision: intelligence, modélisation et choix. Ça, vous pouvez lire dans votre syllabus. Organiser, troisième tâche, c'est permettre à chacun de savoir ce qu'il a à faire et qu'il sache, qu'il connaisse son champ d'action et son périmètre de responsabilité. Ici, il faut considérer 4 domaines. D'abord, les objectifs. Ce sont les résultats que l'équipe doit atteindre pour le compte des clients et de la direction de l'entreprise. C'est le premier niveau d'objectif qui peut être qualifié d'objectif d'équipe. Les activités constituées par l'ensemble des actions permettant à l'équipe d'atteindre les objectifs. Le deuxième domaine. Troisième domaine, les ressources à sa disposition pour réaliser les activités. Il y a des ressources humaines, techniques et documentaires. Et puis, quatrième domaine, il y a le flux qui lie entre elles l'ensemble des activités et les ressources physiques d'information. Donc, l'organisation consiste en tout ceci. Qui fait quoi, quand et comment? Tenir compte de ces trois domaines, d'abord les objectifs, les activités, les ressources et le flux qui lie entre elles l'ensemble des activités et les ressources. Contrôler. Cette vidéo va s'arrêter ici et je crois qu'il y aura une dernière. Contrôler. Plusieurs facteurs entraînent donc un contrôle. Il est important dans chaque système de gestion qu'il y ait contrôle. C'est très important. Nous l'avons vu même avec les théories qui ont fait naître le management. Quand quelqu'un se sait contrôler, il produit mieux. Et souvent, contrôler ne signifie pas manque de confiance, mais c'est un organe de gestion. Quand il y a gestion, il faut qu'il y ait contrôle, absolument. On ne doit pas avoir peur de contrôler, ni même d'être contrôlé. Plusieurs facteurs entraînent donc un contrôle quasi inexistant du collaborateur, parmi lesquels la peur de le blesser,
la peur de rompre la relation de confiance, l'excès de confiance envers l'équipier, le manque de temps. Voilà autant de facteurs qui font que souvent on ne contrôle pas. Plusieurs facteurs entraînent par contre un contrôle poussé du collaborateur, mais dans le mauvais sens, dans des mauvaises dispositions, rendant encore une fois le contrôle totalement obsolète. Parmi ces facteurs, on cite le contrôle inopiné d'un équipier, le contrôle superficiel sans compétence et le contrôle trop poussé d'un équipier compétent. On le fait seulement parfois pour un règlement des comptes. On contrôle juste pour trouver des fautes et sanctionner. Donc, ce sont des excès qu'il faut éviter. D'une part, ne pas avoir peur de contrôler. D'autre part, ne pas pousser trop le contrôle seulement avec le but de faire du mal. Bien, avant de finir, je vous présente ce tableau parce que la théorie vient après. Il y a toute une théorie sur les styles de management, mais je vous donne un tableau qui synthétise les styles de management d'équipe. Nous avions vu les styles de leadership et maintenant, finissons cette vidéo avec les styles de management d'équipe. D'abord, les points de repère. Suivez la souris. Les points de repère. Nous avons comme première catégorie le management persuasif, paternaliste. Deuxièmement, nous avons le management participatif ou démocratique. Nous avons le management directif ou autoritaire et nous avons le management délégatif ou consultatif. Comme point de repère, prenons un premier point de repère, la base. Quelle est la base pour le management persuasif? Ce sont des procédures. Il s'en tient aux procédures. Le management participatif, lui, c'est l'analyse. Le directif, c'est les procédures et celui délégatif, c'est la confiance et l'esprit d'équipe. Donc, sur base de quoi ils partent, celui-là se base sur les procédures. Le participatif se base sur l'analyse, le directif sur les procédures à appliquer, et celui-là, c'est la confiance et l'esprit d'équipe, justement, parce qu'il est consultatif et délégatif. Deuxième repère, la communication. Du point de vue de la communication, tous sont presque forts, à part le management directif. Le management persuasif est fort parce qu'il doit justement persuader, et c'est par la communication. Le participatif, il doit mobiliser, c'est par la communication. Celui-là, directif, il doit dicter, donc il n'a pas besoin de beaucoup communiquer. Et celui qui délègue, comme il doit créer un climat de confiance d'équipe, il communique. Troisième critère, la structure. Ici, c'est l'autonomie. Le management persuasif promeut la structure de l'autonomie. Ici, le management participatif, c'est relation de confiance. L'autoritaire ou le directif, lui, c'est figé et strict. Tandis que le management délégatif est implicatif, c'est-à-dire cherche à impliquer, à entraîner. Du point de vue de la décision, le management persuasif, il décide avec l'aval du groupe. Le participatif consulte. Le directif, c'est le manager seul qui décide. Et le délégatif ou consultatif, justement, il consulte. Donc, pour décider, celui-là le fait avec l'aval du groupe, celui-là consulte, celui-ci décide seul, et celui-là aussi consulte. Le style de management, c'est le modèle du groupe. Ici, c'est le leader. C'est un style de leader. Là, il est ferme et là, il est permissif. En un mot, comment résumer chaque style? Le management persuasif, c'est la mobilisation. Le management participatif, c'est l'implication. Donc, il implique les gens. Celui-là mobilise, celui-ci implique.
Le management directif, c'est structurel, où on est dedans, où on est fort, où on est dehors. Et le management délégatif, c'est le style de la responsabilisation. Il faut responsabiliser les gens. Donc, je reprends. Le persuasif est mobilisation, il faut mobiliser. Le participatif, c'est l'implication, il faut impliquer les gens. Celui-là est structurel, où on est dedans, où on est dehors. Et puis, le délégatif, c'est le style de la responsabilisation. En une action, qu'est-ce que le management persuasif fait? Il convainc. Il faut convaincre. Le participatif, il faut laisser faire. L'autoritaire ou le directif, il faut imposer. Le délégatif, il faut associer. Quels sont les avantages de chacun? D'abord, le management persuasif, il crée un sentiment d'appartenance, sentiment d'appartenir à un groupe, à une équipe soudée. Ça, c'est l'avantage du management persuasif. Le management participatif, il a l'avantage de motiver, obtenir la motivation et la participation des collaborateurs. Le directif, vous me direz qu'il y a aussi des avantages. Oui, bien sûr que oui. Le directif a l'avantage d'avoir des résultats rapides et efficaces. Quand on commande, les autres s'exécutent et c'est fini. Et puis, le management délégatif, évidemment, a l'avantage de créer une bonne ambiance de travail. Mais chacun a aussi des inconvénients. Le management persuasif a comme inconvénient qu'il est un système peu ouvert à l'extérieur. Tellement ils sont soudés entre eux que moins de contact avec l'extérieur. Le participatif a comme inconvénient la nécessité d'engagement, d'autonomie, la créativité en souffre. Et le management directif, par contre, comme inconvénient, la motivation est moindre chez les collaborateurs. La motivation est moindre parce ils subissent les ordres. Et puis, le management délégatif, ici, c'est la dérive sur base de copinage. Parfois, c'est un laisser-aller. Voilà un peu pour ce qui est de style de management d'équipe. Je termine cette vidéo ici et je vais enregistrer la dernière avec quelques notions. Évidemment, nous continuons d'abord à parler du management d'équipe et nous allons aussi voir certains autres points, mais surtout, je vous renvoie aux notes, je vous renvoie au syllabus que je n'ai pas vendu de grâce, au syllabus que j'ai distribué gratuitement par vos emails et par vos comptes WhatsApp. Et à tout à l'heure.